J'ai clairement fait les choses à l'envers. J'ai d'abord acheté ma résidence principale, et ce n'est qu'ensuite que je me suis formé à l'investissement immobilier. Je vais vous présenter ici les différentes erreurs que j'ai commises lors de l'achat de ma résidence principale, et je vais utiliser des simulations pour visualiser l'impact de ces erreurs sur mon patrimoine. Début 2025, ma sœur a commencé à s'intéresser à l'achat d'une résidence principale, et au détour d'une conversation, de retour d'un week-end randonnée, on en a parlé, et on est arrivé à la conclusion que ce serait probablement plus intéressant financièrement si on achetait à deux. Du coup, on a commencé à chercher, et on a finalement acheté un appart neuf, sur plan, avec une livraison prévue l'année prochaine. Alors pourquoi acheter en commun ? Eh bien d'abord, tout simplement parce qu'on s'entend très bien. Et de mon côté, comme je peux télétravailler, je voyage beaucoup, donc l'idée c'est d'avoir un pied-à-terre entre deux déplacements. Mais surtout, on a compris que le crédit nous coûterait moins cher à deux que si on achetait chacun de notre côté. Comme avec deux revenus, on pourrait rembourser le crédit 2 fois plus vite. Et enfin, qu'en achetant ensemble, on diminue le coût total de notre résidence principale. Alors pourquoi cet achat de mon côté, sachant que j'ai été locataire ou hébergé à titre gratuit pendant plus de 10 ans ? Eh bien il y a cette idée que quoi qu'il m'arrive, j'aurai désormais un endroit pour me loger sans payer de loyer. Et surtout que ce sera une charge de moins à la retraite. Je crois qu'au fond, c'était aussi pour me dire que je faisais enfin quelque chose de mon argent, que j'arrêtais finalement de procrastiner sur mes finances. Et il y a probablement aussi eu un brin de pression sociale. Comme tout le monde semble être propriétaire ou aspire à l'être, c'est difficile de ne pas sauter le pas soi-même. Pas sûr que ce soit les meilleures raisons pour acheter une résidence principale, mais je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi ça a possiblement été la meilleure décision, malgré les différentes erreurs commises lors de l'achat. En parlant d'erreurs, et c'est le sujet de cette vidéo et des simulations de patrimoine qui vont suivre, la première, c'est évidemment d'avoir fait les choses à l'envers. J'ai acheté d'abord et je me suis formé ensuite. Bon, en fait, ce n'est pas forcément une erreur, parce que cet achat qui m'a enfin poussé à me former à l'investissement, et ça a eu un impact bien plus important sur mes finances que les erreurs liées à l'achat lui-même. La seconde erreur, c'est d'avoir voulu à tout prix minimiser le coût du crédit, sans penser au coût d'opportunité associé. On est ainsi parti sur un crédit à 10 ans, avec un apport très important. Ce sont les deux facteurs sur lesquels je vais faire des simulations juste après. Et enfin, on n'a pas du tout négocié le prix de l'appart, même si comme il s'agit d'un lot neuf, j'imagine que notre marge de négociation aurait été limitée. Alors commençons par définir le crédit que j'ai contracté. Donc c'est pour une résidence principale. Comme on a acheté à deux à part égale avec ma sœur, on détient chacun la moitié de la propriété, à savoir 137 000 euros. Et j'ai utilisé un apport de 103 000 euros pour un crédit qui va s'étaler sur 10 ans, au taux de 2,9% par an. La moitié des frais de notaire représente 2 500 euros, la moitié de la taxe foncière et des charges de copropriété représente quelque chose comme 750 euros, et j'aurai une assurance sur mon crédit de 0,1% par an. Au bout de 10 ans, j'aurai ainsi fini de rembourser mon crédit. Crédit qui va me demander des mensualités de 477 euros par mois, toutes charges comprises, et qui va me coûter 5 700 euros en intérêt pour la banque. Maintenant que j'ai la représentation de mon crédit réel, je vais pouvoir faire une nouvelle simulation dans laquelle je vais allonger la durée de mon emprunt à 25 ans, au lieu des 10 ans de mon crédit réel. J'ai divisé mon écran en deux pour avoir à gauche mon crédit réel et à droite les simulations qui représenteront ce que j'aurais pu faire différemment. Et j'ai fait en sorte que ma simulation se déroule maintenant sur 30 ans, toujours en gardant à gauche un crédit sur 10 ans. Et j'ai aussi changé l'ordre des graphes. Le premier sera ainsi l'évolution de mon patrimoine total. Notez au passage que la valeur du bien immobilier va augmenter petit à petit, de l'ordre de 2% par an, pour à peu près suivre l'inflation. Créons ainsi une nouvelle simulation pour laquelle je vais allonger mon crédit à 25 ans. Et comme mon crédit est plus long, ça signifie en général que mon taux d'emprunt sera un peu plus élevé, mettons par exemple 3,1% par an au lieu de 2,9%. La principale différence, qui peut sembler problématique de premier abord, c'est le coût du crédit, à savoir le montant des intérêts à verser à la banque, qui est désormais 3 fois plus élevé. Mais à côté de ça, j'ai un énorme avantage, c'est que mes mensualités de remboursement sont bien plus faibles. C'est-à-dire que chaque mois, j'ai moins à payer. À gauche, je dois rembourser 477 euros par mois, alors qu'à droite, seulement 302. Et comme je veux être en mesure de comparer les deux simulations, je vais faire en sorte que l'effort d'épargne soit le même à gauche et à droite. Et si vous suivez cette chaîne, vous aurez peut-être deviné que je vais combler cette différence d'effort d'épargne avec un investissement en bourse à haut rendement. Prenons par exemple un indice S&P 500 qui représente la bourse américaine, qui a en moyenne fait 10% de rendement par an sur les 100 dernières années, sur lequel je vais mettre 175 euros chaque mois. Même chose, une fois le prêt remboursé, cette fois-ci avec 352 euros par mois, pour avoir un effort d'épargne constant. Dans mon scénario réel, il faut désormais que j'ajoute le même type d'investissement à partir des 10 ans, une fois le crédit remboursé,
de manière à matcher l'effort d'épargne du scénario hypothétique. Ce qui me fait donc investir entre l'année 10 et 30, 352 € par mois. Donc sur chaque simulation, on se retrouve bien avec le crédit remboursé et avec exactement le même effort d'épargne. Mais d'un côté, je suis à 623 000 € de patrimoine, de l'autre à seulement 501 000 €. Et oui, avec un crédit à 25 ans, on a beau avoir payé 10 000 € d'intérêt de plus à la banque, on se retrouve au final avec 120 000 € de plus au bout de 30 ans. C'est l'effet du temps sur un actif à haut rendement. Plus on commence à investir tôt, plus les intérêts composés ont eu le temps de travailler. Par contre, l'erreur suivante est plus difficile à corriger. Il s'agit de la somme d'argent utilisée en apport. Et oui, j'ai mis 103 000 € d'apport pour un bien immobilier de 137 000 €. Alors qu'il me semble qu'il est en général possible de n'apporter que 15% de la somme empruntée et parfois moins. Donc étudions maintenant l'impact occasionné par la réduction de mon apport à 20 000 €. Comme j'avais 103 000 € de cash et que je n'en utilise plus que 20 000 en apport, je peux désormais investir le reste en bourse à 10% par an. Dupliquons donc ma simulation pour n'utiliser que 20 000 € d'apport. Et je vais augmenter un peu le taux d'intérêt à quelque chose comme 3,3% par an, vu qu'avec moins d'apport, je vais devoir emprunter plus d'argent, ce qui va avoir un impact sur mon taux. Et du coup, je vais pouvoir initialiser mon investissement en bourse avec les 83 000 € que j'ai évité de mettre en apport. Comme j'ai un plus gros crédit, vu que j'ai fait un plus petit apport, je vais désormais avoir des mensualités de remboursement plus importantes que sur mon crédit réel à gauche. Donc pour conserver le même effort d'épargne qu'à gauche, je ne pourrai plus investir chaque mois. Et une fois le crédit remboursé, entre 25 et 30 ans, je vais pouvoir recommencer à investir chaque mois de manière à avoir un effort d'épargne constant. À gauche, pour être cohérent avec l'effort d'épargne de ma simulation de droite, comme mes mensualités sont plus faibles, je vais considérer que je peux investir la différence en bourse, à savoir 240 € par mois, sur les 10 prochaines années. Et une fois l'emprunt remboursé, je vais pouvoir investir l'équivalent de ces mensualités passées en bourse. On peut ainsi comparer mon scénario réel à gauche, qui pour un effort d'épargne de 717 € par mois, m'amènera à un patrimoine de 996 000 € dans 30 ans. Alors qu'en allongeant mon crédit sur 25 ans avec seulement 20 000 € d'apport, et le reste investi en bourse, mon patrimoine hypothétique serait d'1 742 000 €. Mon crédit aurait beau m'avoir coûté 10 fois plus, 58 000 à droite au lieu de 5 700 à gauche, avec le même effort d'épargne, j'aurais pu obtenir un capital 75% plus important. Donc pour résumer, c'est contre-intuitif, mais j'ai finalement compris que ce n'est pas grave de payer beaucoup d'intérêts à sa banque, parce que ça veut dire que vous avez plus de capital à allouer tôt à un investissement en bourse ou à tout autre actif à haut rendement. En fait c'est simple, si le rendement boursier dépasse le taux d'intérêt du crédit, alors je pense qu'il vaut mieux retarder le remboursement du crédit pour investir plus en bourse. Que malgré les erreurs commises, c'est donc probablement la meilleure chose qui me soit arrivée financièrement, comme j'ai depuis passé des centaines d'heures à me former et que j'ai désormais un plan qui devrait m'amener à un patrimoine bien plus élevé. Donc oui, j'ai perdu l'équivalent de 2 ans en utilisant un apport aussi important, mais si je ne m'étais pas lancé, je ne me serais probablement jamais formé à l'investissement et j'aurais continué à laisser dormir des dizaines de milliers d'euros sur un compte courant, pour au final perdre bien plus que 2 ans. Si vous envisagez un achat immobilier, réfléchissez bien au crédit que vous allez utiliser et au coût d'opportunité si vous ne l'étalez pas le plus possible et si vous utilisez un apport important. Je vous invite à faire vos calculs sur mon site, malibertéfinancière.fr. N'oubliez pas que l'investissement comporte des risques et que tout ceci est hypothétique, que vous pouvez aussi perdre du capital en bourse et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.